Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Alors, nous allons continuer notre périple historique. On arrive ici à la fin du Moyen-Âge, avec en 1170 la création de l'Université de Paris et en 1220 de l'Université d'Oxford. Cette période est vraiment la naissance de la science institutionnalisée, avec des organismes qui ne traitent que de science. À l'époque, c'est encore fort lié à la sphère religieuse. Une grande part des cours, par exemple, sont dédiés à la théologie. C'est aussi à cette époque que sont arrivés, depuis l'Orient, les textes grecs, arabes, etc. C'est-à-dire les travaux, essentiellement les travaux d'Euclide, d'Aristote et les travaux mathématiques ainsi que d'optique et médicaux de l'Arabie. À l'époque, la science, comme je l'ai dit, était encore fort liée à la sphère religieuse, et la science était d'ailleurs considérée comme une simple branche de la religion, l'astrologie et la philosophie, ce qui peut nous paraître assez étonnant à notre époque. Alors, peut-être pas pour la religion et la philosophie, c'est assez connu, mais le fait de considérer la science comme une branche de l'astrologie peut paraître étonnant. À l'époque, il y a eu plusieurs figures marquantes, importantes. Il y a d'abord eu Roger Bacon, un philosophe, moine, qui a étudié des travaux venus de l'Arabie musulmane, du monde arabe, et qui a travaillé à reproduire les expériences d'optique et a entamé des études systématiques. On peut dire qu'il est pratiquement le père de la méthode expérimentale. Pour Roger Bacon, il y avait trois voies de la connaissance. L'autorité religieuse, le raisonnement et l'expérience. Et son credo était qu'on ne pouvait tenir rien d'acquis tant qu'on ne l'avait pas vérifié par l'expérience. Roger Bacon, c'est la période de 1214 à 1294, donc le XIIIe siècle. Également au XIIIe siècle, on a Roger Grosseteste, de 1168 à 1253, qui étudia les travaux d'Aristote. Également adepte de la science expérimentale, il élabora une méthode on pourrait dire c'est le premier embryon de méthode expérimentale telle qu'on la pratique aujourd'hui. C'est-à-dire observation, déduction des causes et des principes. On établit un certain nombre d'hypothèses et puis on les vérifie à l'aide d'autres observations. Il a étudié en particulier l'optique, les rayons lumineux et les miroirs. Ces travaux ont, à terme, conduit à l'invention du télescope. On a aussi Albert le Grand, 1193 à 1280. Alchimiste, magicien, tel qu'il était considéré à son époque, mais c'était avant tout un scientifique. Il a étudié la biologie et le développement de l'embryon de poulet, donc en étudiant le développement du poulet dans l'œuf à différents moments, constatant ainsi l'évolution de l'embryon, la manière dont l'embryon était nourri par le jaune, et il a établi également une classification des végétaux, qu'on pourrait appeler la première taxinomie des plantes, et a établi un certain nombre d'expériences de chimie. Un nom très important, connu de tous certainement, est saint Thomas d'Aquin. Alors, en 1234, il fit accepter Aristote par l'Église, qui jusque-là l'avait refusé parce qu'il était considéré comme païen. Donc c'est une étape importante. Il a beaucoup étudié les textes grecs et arabes, et saint Thomas distinguait la raison, qui est le propre de l'homme, de la foi. La foi, par essence, est indémontrable, tandis que la raison est vérifiable
par l'expérience. Donc il avait établi une claire distinction des deux. D'un côté, la science, de l'autre côté, la religion. Un nom également très important est Guillaume d'Occam, de 1285 à 1349. Il est à l'origine de la méthode du principe de parcimonie, parfois aussi appelé rasoir d'Occam. Il estimait que tout raisonnement scientifique devait faire une économie d'arguments, utiliser le minimum d'arguments. Il est auteur d'une phrase célèbre qui est « Les entités ne doivent pas être multipliées au-delà de ce qui est nécessaire ». En termes plus modernes, il est inutile de multiplier les hypothèses si vous pouvez expliquer un phénomène avec très peu d'hypothèses. C'est toujours le principe de parcimonie. Les explications, comme on dit aussi maintenant, l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Ce qui n'est pas toujours vrai, alors on dit souvent la meilleure. Il estimait que forger des tonnes de principes totalement illusoires, permettant de prouver n'importe quoi, n'était pas acceptable. Toutes ces sphères tous ces personnages importants dans la sphère de la fin du Moyen-Âge ont ouvert la porte de la Renaissance, le XVe et XVIe siècle. La Renaissance est une époque extrêmement importante parce c'est à cette époque qu'eurent lieu les grandes expéditions maritimes à travers le monde. Les expéditions maritimes européennes, bien entendu. Ce fut l'époque dite des grandes découvertes. Avec la navigation se développa la boussole, le sextant et la cartographie. La cartographie était très importante puisqu'elle permettait une description exacte des pays, des continents et pas seulement des mers. Et on estime d'ailleurs que c'est à cette époque que le nom de Europe prit réellement racine parce qu'on en avait une description cartographique précise et pas simplement des on-dit de ce qui se passe dans tel pays plus ou moins lointain. Voilà, dans la Renaissance, nous aborderons ça dans la prochaine vidéo, nous allons voir toute une série de figures marquantes qui ont fait progresser la science. Je vous remercie.